Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du rein, qui est un des organes détoxificateurs de l'organisme, avec le foie, avec les poumons. Et donc cette détoxification de l'organisme, c'est quelque chose d'essentiel, puisqu'elle va permettre à l'organisme de se trouver dans une situation physiologique convenable, qui lui permettra de réaliser l'ensemble de ses grandes fonctions. Donc derrière ça, on a bien entendu toute une problématique de déchets. Les déchets qui vont nous intéresser aujourd'hui, eh bien d'abord, ce sont les déchets de type acide, avec des H+, qui vont être libérés au niveau de l'organisme et qui, si on n'a pas de régulation du pH, peuvent poser un certain nombre de soucis, par exemple le transport de l'oxygène au niveau du sang, par exemple la réalisation de certaines réactions biochimiques. Les déchets azotés vont aussi être quelque chose d'important à éliminer, et les reins vont y participer grandement. Et puis d'autres toxiques, des toxiques de tout type, par exemple des médicaments. Alors quelle est l'origine de ces toxiques? Eh bien, on a par exemple, on pourrait citer pour ce qui est des acides, la formation de CO2 au niveau de la respiration cellulaire, qui, en réagissant avec de l'eau, va donner du HCO3- et donc libérer cette acidité. Et donc le pH de l'organisme va être régulé par des organes tels que les reins, tels que les poumons, qui vont jouer justement sur la balance acido-basique de notre organisme. On a des protides, des protéines, des acides aminés qui sont dégradés tout au long de la journée et qui vont libérer des déchets comme le NH3. Là encore, les reins vont participer à l'élimination de ce NH3. Puis il y a d'autres éléments de dégradation des acides aminés qui sont produits aussi. On n'en parlera pas nous précisément. Et il y a toute une batterie d'autres toxiques qui sont soit endogènes, ça veut dire produits par l'organisme, soit exogènes, ça veut dire que ce sont des toxiques qui ont été ingérés, par exemple. J'ai cité tout à l'heure des médicaments. Et donc on a toute une batterie comme ça de toxiques qui vont être éliminés au niveau des reins. Alors par exemple, le NH3, puisque c'est l'une des grandes fonctions du rein d'éliminer les molécules azotées, eh bien ce NH3 peut être éliminé de trois manières différentes au niveau d'un organisme. Première manière, c'est sous la forme de NH3 NH4+, seconde manière sous la forme d'urée, et troisième manière sous la forme de purine. Alors c'est pas équivalent, puisqu'en fait, selon la molécule qui va être éliminée, on va avoir des avantages et des inconvénients. Par exemple, le NH3, c'est une molécule qui est très très toxique. Pour être éliminée, ça demande beaucoup d'eau. Par contre, l'avantage, c'est que ça demande très peu d'énergie. Les purines, elles sont très peu toxiques, elles demandent très très peu d'eau pour être éliminées. Ça, c'est un avantage, puisque l'eau, je vous rappelle que pour les organismes terrestres notamment, c'est quelque chose de crucial, hein, et quelque chose donc, qui a une valeur biologique très importante. Et cette purine, par contre, elle demande beaucoup d'énergie pour être fabriquée. Et puis il y a la forme intermédiaire, l'urée, qui demande plus énergique pour le NH3, moins d'eau pour le NH3, et puis qui a une toxicité moindre au NH3. Alors l'évolution des espèces, eh bien, elle aboutit au fait que on a des organismes comme les poissons par exemple qui vont éliminer l'azote sous forme de NH3. Alors c'est assez logique puisque eux, problème d'eau, ça ils ne le connaissent pas. Et puis par contre, il faut absolument que ce NH3 soit éliminé régulièrement et rapidement parce que c'est vraiment extrêmement toxique. Les purines, elles, qui demandent très peu d'eau mais beaucoup d'énergie, eh bien, c'est une élimination azotée principale des oiseaux. Et puis nous, on est dans la forme intermédiaire. Alors comment ces toxiques sont-ils éliminés? Donc on va commencer par un petit peu d'anatomie. Donc ici, vous avez les reins. Au niveau des reins, on va avoir du sang qui va arriver, du sang qui est en provenance de l'aorte et qui arrivera à chaque rein par une artère rénale. Ce sang va au final être filtré au niveau du rein pour donner une urine qu'on appellera l'urine primaire, qui sera une urine très peu concentrée, dans laquelle on retrouvera un certain nombre d'éléments, des toxiques, mais pas que ça, on va en reparler tout à l'heure. Et puis du sang qui va repartir par des veines qu'on appelle les veines rénales, qui rejoindront donc les veines caves, et qui sera un sang épuré. Donc les
les reins, pour épurer justement le sang, vont former de l'urine. Donc l'urine va être produite ici, d'abord de l'urine primaire comme je vous ai dit, puis de l'urine définitive. L'urine définitive sera rejetée dans ce qu'on appelle le bassinet, puis passera par l'urtère pour arriver au niveau de la vessie. Au niveau de la vessie, l'urine va rester un certain temps jusqu'à ce qu'on ait le réflexe de miction, et puis on libérera l'urine par l'urètre. Donc on a ici un système en fait d'élimination des déchets qui demande de l'eau. Mais bien sûr, il va falloir faire en sorte de perdre le moins d'eau possible en éliminant ces déchets. On reviendra sur ce problème. Si on regarde l'intérieur d'un rein, à l'intérieur d'un rein, on observe qu'en fait, on a des structures de ce type-là qu'on appelle des pyramides, les pyramides de Malpighi. Ce sont au niveau de ces pyramides en fait que le sang va être filtré et qu'on va produire l'urine primaire puis définitive. Cette urine ensuite repartira, comme on l'a dit, par le bassinet pour rejoindre ultérieurement la vessie. Au niveau de chaque pyramide, on s'aperçoit qu'on a énormément de structures de ce type-là, des structures qu'on appelle des néphrons. Le principe d'un néphron, c'est qu'en fait vous avez du sang qui arrive dans une zone que j'ai entourée en rouge qu'on appelle le glomérule. Ce sang va être filtré dans cette zone, on obtient de l'urine très peu concentrée, qu'on appelle de l'urine primaire, et dans laquelle il reste un certain nombre d'éléments que l'organisme doit récupérer, par exemple du glucose, par exemple du CA2+. Et donc on va voir qu'il y a tout un système pour récupérer certains éléments qui se trouvent dans cette urine primaire, et puis au contraire pour éliminer encore d'autres toxiques. Donc c'est une urine dans laquelle on a un certain nombre de toxiques, et puis un certain nombre d'éléments à récupérer. Cette urine va suivre le sens de la flèche blanche qui se trouve sur le schéma, passer par un tube contourné qu'on appelle le tube contourné proximal, puis aller dans l'anse de Henle, revenir à un tube contourné qu'on appelle distal, et ce néphron se termine là et se jette au niveau d'un tube qu'on appelle le tube collecteur qui reçoit l'urine de l'ensemble des néphrons. Vous pouvez constater aussi que le sang et l'urine vont dans un sens inverse. Alors cette drôle de structure, ce néphron là qui a une drôle de forme, on va comprendre que cette forme a une utilité particulière pour ce qui est de reconcentrer l'urine. On va en reparler. Donc nous allons parler maintenant du fonctionnement du rein et de son principe. Le principe il est relativement simple, je vous ai dit, le sang va être filtré au niveau du glomérule. On retrouve donc ici de l'urine primaire. Dans cette urine primaire, il y a un certain nombre de molécules que l'on veut récupérer, comme du glucose par exemple, donc il sera réabsorbé. Et puis, en fait, cette urine va être enrichie à nouveau par la sécrétion de déchets qui vont se trouver dans le néphron, au niveau de l'urine. Et donc on va d'un côté réabsorber les éléments dont on a besoin, de l'autre côté sécréter les éléments à éliminer, et on aura à la fin une urine qui sera une urine définitive, qui sera extrêmement concentrée par rapport à l'urine primaire. Donc une urine primaire peu concentrée, c'est-à-dire avec beaucoup d'eau, avec certains éléments que l'on ne veut surtout pas perdre, du CA2+, du glucose, des vitamines, donc ils vont être réabsorbés. Des déchets que l'on va laisser au niveau de l'urine, et puis d'autres déchets que l'on va déjeter aussi dans l'urine. L'urine primaire va être progressivement concentrée, c'est-à-dire qu'on va avoir de moins en moins d'eau au niveau de l'urine pour obtenir une urine qu'on appelle une urine définitive, qui contient des déchets, déchets azotés, des déchets aussi de type par exemple des médicaments, donc un certain nombre de toxiques à éliminer. Bilan, on a une régulation du pH, on a une élimination des déchets et on a une concentration de l'urine. 100 ml d'urine primaire vont être concentrés en 10 ml d'urine définitive. C'est quelque chose d'important à garder en tête parce que ça nous montre qu'en fait l'organisme fait en sorte de garder l'eau.
Or, je vous l'ai dit, l'eau pour les organismes terrestres, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose de rare, donc il faut absolument conserver le plus d'eau possible dans ce processus, donc utiliser le moins d'eau possible pour éliminer les déchets. Ce qui fait que nous allons nous attarder maintenant sur les échanges d'eau et de sodium, parce que les deux sont liés. Donc dans cette vidéo, nous allons parler maintenant de l'osmolarité, et c'est-à-dire au final des échanges par osmose. Alors on va prendre deux milieux. On va prendre un premier milieu donc, que je vais appeler le compartiment 1 et l'autre le compartiment 2. Dans le compartiment 1, vous apercevez qu'on a très peu de molécules rouges. Dans le compartiment 2, on en a beaucoup. Donc on a un milieu beaucoup moins concentré dans le milieu 1 que dans le milieu 2. Que va faire la nature? La nature va avoir tendance à rééquilibrer les deux milieux. Or, la molécule que j'ai faite en rouge est incapable de traverser la membrane qui sépare les deux compartiments. La seule molécule qui pourra traverser, c'est l'eau. Donc c'est l'eau qui va rééquilibrer ces milieux. Donc c'est ce qu'on va observer ici. On retrouve la membrane, on retrouve mon milieu 1 et mon milieu 2. Donc une concentration faible ici, une concentration élevée ici. La molécule qui va traverser sera l'eau, donc on va avoir un déplacement de l'eau dans ce sens-là, de manière à rééquilibrer les milieux. Donc l'eau va du moins concentré vers le plus concentré. C'est le phénomène qu'on appelle le phénomène d'osmose, et vous allez voir que c'est un phénomène qui va être extrêmement important au niveau des reins. Ce phénomène nous amène à parler d'une pression qu'on appelle la pression osmotique. Donc on refait la même expérience, donc un milieu 1 ici et un milieu 2 ici. Le milieu 1 est moins concentré que le milieu 2, donc on a dit que l'eau allait aller du moins concentré vers le plus concentré. Ici, on a une membrane qui séparait les deux milieux, on a exactement le même phénomène que tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que ça va occasionner? Ça va occasionner, puisque j'ai un mouvement d'eau du 1 vers le 2, une montée du niveau de l'eau de ce côté-ci et de ce côté-là, une baisse du niveau d'eau. Donc, c'est effectivement ce qu'on observe. On observe une montée du niveau d'eau ici, une baisse du niveau d'eau ici, tout simplement parce que l'eau a traversé la membrane, alors que les solutés, eux, ne pouvaient pas traverser cette membrane. Ce type de soluté, c'est ce qu'on appelle des molécules osmotiquement actives, puisqu'en fait, elles entraînent le déplacement de l'eau. Le Na+, fait partie de ces molécules osmotiquement actives lorsque la membrane ne lui permet pas de traverser. Si je veux maintenant empêcher ce mouvement d'eau, je vais exercer une pression qu'on appellera une pression osmotique à la surface de l'eau ici, de manière à ce que l'eau ne puisse pas passer du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Cette pression correspond à la pression osmotique. Quel lien avec les reins? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. À très bientôt.